J'aimerais Non. bien qu'on se revoie. Tu vas danser comme un dieu ce soir, chérie. C'est parce que tu es si belle, c'est pour ça. New York, 1977. C'est Richie, ça? Tout baigne, les gars. Tu reviens dans le quartier avec une tronche pas possible et tu veux que tout baigne? Une époque où tout était possible. Tu veux être mon chien? Un bon gros chien. Et l'hystérie contagieuse. Double meurtre. Jimmy Breslin a reçu une lettre de l'assassin calibre 44. Il se fait appeler le fils de Sam. Qu'est-ce qui s'est passé? Voir les cadavres. Je suis le monstre, Belzébuth. Un été chaud. Ce sont les victimes 6 et 7. Un quartier. Fini a vu les cadavres hier soir. T'as vu les morts? Des amis et des amants. Le fils de Sam a semé la panique chez toutes les brunes qui courent chez leur coiffeur, se faire décolorer ou teindre pour se protéger. J'ai l'impression de te tromper avec toi. Tout le monde est visé. Je suis sûr qu'il me cherche, je vais être le numéro 8. Moi, je parierais 5 contre 1 que l'assassin est du coin. Tout le monde est suspect. C'est un blackout. Oui, nous savons. C'est une coupure générale dans toute la ville. La ville qui ne dort jamais est désormais paralysée. Je sais qui est l'assassin. Reggie Jackson. Qu'est-ce que tu racontes? Quelle arme utilise le tueur? Un calibre 44. Quel est le numéro de Reggie? 44. Richie est le fils de Sam. Ils pensent tous que c'est lui le fils de Sam, le tueur au calibre 44. Dans mon quartier, personne ne vient s'installer sans mon autorisation. Il croit que je suis le fils de Sam. Tout le monde a deux personnalités. Un film de Spike Lee. Viens me chercher, je t'attends de pied ferme. John Leguizamo, Adrian Brody, Mira Sorvino, Jennifer Esposito et Ben Gazzara. Et ce cinglé ne trouvera aucun endroit pour se cacher. En 1977, l'été appartenait à Sam. Moi, c'est la voix, tu sais, la grosse voix de publicité de la voix qui cinéma. fait peur. Ah non, mais il est parfait, ce gars. Je rêve d'avoir une grosse voix de même. narrateur extraordinaire. Hey, bonjour, Christian Page, comment vas-tu? Alors oui, bonsoir Patrice, ça va très très bien. Écoute, je suis content d'être avec toi encore ce soir. C'est notre dernière de la semaine ensemble. Oui. Demain, on le rappelle aux auditeurs, on présente les meilleurs moments de la semaine. Voilà. Et en théorie, Camille devrait être avec nous lundi. Donc, sinon, on reprendra le flambeau ensemble. Ah ben ça me fera plaisir. Écoute, on sait jamais. Tu sais, des fois, t'en reviens de voyage, puis petite goutte au nez, t'as attrapé quelque chose. Voilà. Hein? On sait jamais. T'as oublié ton Pepto-Bismol. Bon. Hey, on s'en va vers une soirée super froide. Bienvenue dans les Radio X-Files. Oui. Et ce soir à l'émission, écoute, clairement, on s'intéresse à un vieux film des années 70. En fait, le film dont on vient d'entendre, c'est un extrait d'un film qui est sorti en 1999, un film de Spike Lee, qui était The Summer of Sam, l'été de Sam. Et le film, en fait, tournait autour d'une série d'événements qui se sont produits entre l'été de 1977 et l'été 1978. Donc, pendant une période d'à peu près une année, à 13 mois pour être plus précis. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on croyait à New York avoir tout vu, mais on s'attendait pas à une série d'événements aussi troublants qui ont marqué l'histoire de la ville de New York, mais qui encore aujourd'hui, une série de meurtres tout à fait monstrueux, mais encore aujourd'hui, de nombreuses questions restent en suspens à propos de cette histoire d'un tueur qu'on avait surnommé le fils de Sam, the son of Sam. Donc, c'est là-dessus qu'on va revenir ce soir et tu vas voir qu'il y a une dynamique occulte autour de ces crimes et je te dirais que c'est surtout cette dynamique pour laquelle beaucoup de questions restent encore en suspens. Là, quand tu dis le terme occulte, là, tu m'intrigues. Ça veut dire qu'on va parler, entre autres, de sociétés secrètes? De sociétés secrètes, de satanisme, de rituels mystérieux. Donc, pour se mettre un peu dans le bain... On pourrait appeler ça un jeudi fucké.
Ouais, un jeudi fucké. Donc, on n'est pas d'un vendredi 13, mais tout comme. Donc, les événements qui vont nous intéresser ce soir débutent dans la soirée du 29 juillet 1976. À ce moment-là, on a deux jeunes femmes, Donna Laura et Jody Valenti, qui se rangent avec leur voiture sur l'accotement. On se trouve sur l'avenue Burr, qui se trouve dans le Queens. Et donc, les deux jeunes femmes qui ne sont pas liées de manière amoureuse, ce sont deux collègues de travail. Elles vont se ranger, elles discutent ensemble quelques instants. Et puis, soudain, un homme marche le long de la rue, là, sur le trottoir. Et puis, alors qu'il arrive à la hauteur de la voiture, il bondit littéralement devant le véhicule, dégaine une arme qu'il tient à deux mains, le genre la position du tireur, ouais, et va tirer 5 coups à travers le pare-brise de la voiture. Donna Laura va mourir sur le coup, atteinte à la tête par un des projectiles, alors que sa compagne, son amie Jody Valenti, va, elle, survivre à l'agression. Là, est-ce qu'on parle d'une histoire vraie, là? Oui, là, tout ce que je te raconte là est tout à fait vrai. C'est ça, c'est vraiment des gens qui sont vraiment morts. D'un vrai fusil. Tout à fait. Ouais, avec un vrai fusil. Parce qu'avec tes histoires, des fois, on sait pas où ce que ça peut faire. Je comprends, mais dans ce cas-là, on est vraiment dans la réalité. Donc, les policiers sont appelés sur place. Bien sûr, la première pensée, c'est un petit ami est conduit, qui en aurait voulu à l'une des deux femmes, mais on n'arrive pas à trouver quelqu'un qui pourrait correspondre à ce type de réaction. Donc, la police est un peu dépourvue d'indices. Le seul élément que l'on a, d'ailleurs, la survivante, Jody Valenti, va fournir une description relativement floue de l'homme. Puis c'est un peu normal, tu te ranges sur le bas côté de la route ou sur le bord d'une rue là, en ville avec des amis, puis tu discutes. Tu ne fais pas attention aux gens qui circulent sur le trottoir, tu comprends? Effectivement. Et soudain, l'homme se jette devant la voiture. Elles ont à peine le temps de lever les yeux vers lui et il tire une série de balles. Donc, évidemment, le pare-brise immédiatement éclate. Et là, on le voit, évidemment, à cause des balles qui ont été tirées à travers le pare-brise. Le pare-brise s'est fissuré là, de long en large. Donc, on ne voit absolument rien de ce qui se passe à l'extérieur. Donc, Jody Valenti va dire, c'est un homme de taille moyenne, mais elle ne peut pas vraiment en dire plus. Le seul véritable indice que les policiers vont trouver sur la scène de crime, c'est des 5 balles tirées. 3 d'entre elles ont atteint leur cible, ont blessé les victimes, mais 2 d'entre elles vont être retrouvées dans les banquettes du véhicule et on constate que ce sont des balles qui proviennent d'un revolver de calibre 44, communément appelé dans le milieu des amateurs d'armes à feu un 44 Bulldog Grip. Donc, c'est ce type d'arme, donc un pistolet de calibre 44 à canon court. Donc, la police est là, un peu sans indice. Donc, l'affaire piétine. On n'arrive pas à trouver de mobile pour l'agression. Donc, on s'imagine que c'est peut-être un crime gratuit, un individu qui, finalement, en a voulu aux femmes. Ou peut-être une confusion aussi. Il a peut-être pris les victimes pour quelqu'un d'autre et il a fait feu sur le véhicule. Et puis, voilà que le 23 octobre 1976... Là, on a un jeune couple, Carl Denaro et Rosemary Keane, qui eux aussi sont stationnés devant un bar. On est dans le secteur Flushing, qui se trouve dans le Queen. Et alors qu'ils sont à discuter dans la voiture, un individu passe derrière la voiture et tire une balle à travers la lunette arrière de la voiture. Une seule balle. Et cette balle, malheureusement, va blesser, heureusement, va blesser Carl Denaro, qui est blessé légèrement. Mais il ne succombe pas à ses blessures. Et on parle ici que d'une seule balle. Il y a un pattern qui s'installe. Là. Oui. Et dans la voiture, les policiers vont trouver la fameuse balle, parce qu'elle a effleuré Denaro, puis elle est allée se loger dans le tableau de bord. Les policiers vont récupérer la balle. Il s'agit encore une fois d'une balle de calibre 44. Et là, évidemment, les policiers font le lien. Comme tu l'as toi-même dit, on a un pattern, un individu qui arrive aux côtés d'une voiture où se trouve un couple et il fait feu dans le véhicule. Et donc, à ce moment-là, les policiers vont associer cette agression à celle qui s'est produite le 29 juillet 76, dans une agression qui a coûté la vie à Donna Laura. Donc là, les policiers se disent, bon voilà, on a un individu, à 2 reprises, il a fait feu sur des véhicules.
Jusqu'à maintenant, il a blessé une personne, il en a tué une autre, et les deux autres s'en sont tirés à peu près indemnes, mais on suppose bien que l'individu va sûrement recommencer. Et puis voilà que le 26 novembre 1976, donc un mois plus tard en fait, Donna DeMacy et Joanne Lomino, donc deux femmes, sont assises à l'extérieur devant la résidence de Floral Park. On est encore une fois dans le Queens à New York. Et puis un passant s'arrête devant elles et il demande des indications. Avant qu'elles aient le temps de répondre, l'homme se place en position de tireur, dégaine un pistolet, pointe en direction des deux femmes et tire sur elles. Les deux femmes sont gravement blessées, mais elles vont survivre. Malheureusement, l'une d'entre elles, Joanne Lomino, va rester paralysée à vie parce que l'une des balles l'a atteint à la colonne vertébrale et elle va rester donc paralysée en fauteuil roulant. Est-ce qu'on a pensé à ce moment-là à une forme de pathologie? Parce que, tu sais, je m'explique, là, par exemple, quelqu'un qui est pyromane, on sait qu'il y a comme une excitation sexuelle, tu sais, à mettre le feu partout. Ça existe-tu quelqu'un qui a un trip pour s'attaquer à des gens en char? Ah oui, bien sûr. Il y a toutes sortes d'éléments là-dessus. Mais tu vas voir, au fur et à mesure où les crimes vont se développer, les policiers vont quand même développer un scénario plus concret. D'ailleurs, justement, après cette agression du 26 novembre 1976, on va retrouver sur le site, logé dans le montant de la porte où les jeunes femmes étaient, devant laquelle les jeunes femmes étaient assises lorsque l'homme a tiré sur elles. On va retrouver les balles. Et les balles seront identifiées, là encore une fois, comme des balles de calibre 44, Bulldog Grip. Donc, les policiers, à ce moment-là, font un constat. Ils remarquent que toutes les victimes avaient les cheveux bruns. C'était des jeunes femmes. Et on l'entend d'ailleurs dans la bande-annonce qu'on a fait entendre dans les émissions, quand on entend le narrateur qui dit toutes les brunettes à New York sont rendez-vous chez le coiffeur pour changer leur couleur de cheveux. Là, les policiers se mettent à spéculer en se disant, bon voilà, toutes les victimes avaient les cheveux bruns longs. Toutes les victimes étaient des femmes, sauf un homme, qui est Carl DeNaro. Mais Carl DeNaro portait les cheveux longs. Alors les policiers, c'est parce que c'était la mode dans les années 70. Il aurait pu être pris pour une femme. Voilà. Et comme le tireur a fait feu depuis l'arrière de la voiture, il a bondi derrière la voiture, il a tiré une seule balle par la lunette arrière du véhicule. Il voyait donc les passagers de dos. Et il est possible qu'il ait confondu DeNaro pour une femme puisqu'il portait les cheveux longs. Si c'est le cas, à ce moment-là, ça veut dire que les 6 victimes ont été supposés par le tireur être des femmes, des brunettes, début de la vingtaine. Donc, à ce moment-là, lorsque les policiers communiquent ces informations aux médias, les journaux, bien sûr, vont souligner ce trait et on retrouve des articles de journaux. Là, c'est la 3e agression qui survient, qui ont débuté en été et qui se poursuivent l'automne. Et on se doute bien que le tueur, les journaux parlent à ce moment-là du tueur au 44. C'est le surnom qu'on lui donne. Et on se dit que le tueur au 44 va sûrement continuer à frapper de la même façon, avec le même modus operandi. Rien ne permet de penser qu'il va s'arrêter. Et évidemment, les journaux soulignent que les victimes étaient des jeunes femmes, principalement, qui avaient les cheveux bruns, de longueur moyenne. Donc, évidemment, ça crée chez les femmes une espèce de panique. Donc, les femmes vont chez leur coiffeur, décident de changer leur couleur de cheveux, se font couper les cheveux pour avoir les cheveux plus courts. Donc, il y a vraiment, peu à peu, on voit, au cours des semaines, on voit une espèce de paranoïa qui va s'installer au sein de la population new-yorkaise et principalement auprès des femmes qui habitent cette région de New York qui est le Queens, puisque les agressions sont survenues ou dans le Queens ou tout près du Queens. Et puis voilà, la période de Noël va s'écouler sans nouvelles agressions. On commence à respirer. Est-ce que l'agresseur s'est arrêté? Est-ce que l'agresseur a été arrêté pour un autre crime et mis en prison, ce qui l'obligerait finalement à mettre un terme à cette série de crimes? Malheureusement, c'est pas le cas. 4e agression, on est le 30 janvier 1977. John Diel puis Kristen Feud sont encore une fois stationnés dans une voiture. C'est la voiture de Diel. Ils sont en train de faire du necking, comme on dit. Et ils se trouvent dans le secteur de Ridgewood, qui est assez près du Queen, mais qui est à l'extérieur du Queen. Et là, voilà qu'un promeneur s'approche
en venant de l'avant de la voiture. Et comme il arrive, même modus operandi, comme il arrive à la hauteur de la voiture, il se place devant le capot, braque son arme sur le pare-brise et fait feu à plusieurs reprises. Kristen Freud meurt sur le coup, il est atteint en plein visage par la balle, alors que son compagnon, John Deal, lui s'en tire presque indemne. Encore une fois, les policiers arrivent sur place, on a bien compris qu'on a certainement affaire au même agresseur. Et là encore, on va trouver sur le plancher de la voiture une balle qui a manqué sa cible, qui est une balle de type calibre 44, de type Bulldog. Donc, ce qui vient confirmer aux policiers que l'agresseur est bel et bien le même qui a sévi en début d'été 1976. Et là, on est rendu en 1977. Et puis voilà que le 8 mars 1977... donc à peu près un mois, 6 semaines après la dernière agression, après la 4e agression, il y a une certaine Virginia Voskisherian, qui est une étudiante arménienne, qui est inscrite dans un programme d'échange d'étudiants. Et elle retourne chez elle à Forest Hill, encore une fois, on est tout près du Queens, et elle marche sur le trottoir. Donc ici, c'est une femme seule, elle n'est pas en voiture, elle marche sur le trottoir, et puis à un moment donné, un homme s'approche d'elle en marchant en sens inverse sur le même trottoir. Et lorsqu'il arrive à sa hauteur, il dégaine une arme et lui tire une balle en plein visage. La jeune femme s'écroule sur le sol, morte sur le coup. Et là encore, les policiers, lorsqu'ils vont arriver sur place, vont constater que la balle... En fait, quand je les arrive sur place, mais la balle sera extraite du corps de la victime à la morgue et le coroner va identifier la balle comme étant une balle de calibre 44. Donc, encore une fois, on est certain qu'il s'agit du même agresseur, mais on voit déjà que dans son modus operandi, il y a des éléments qui changent. Donc là, cette fois, il a agressé une jeune femme seule qui marchait sur la rue, alors que jusqu'à présent, c'était essentiellement des couples. Et jusqu'à la 4e agression, on avait pu penser qu'il pouvait s'agir, qu'il visait essentiellement des femmes. Mais la 4e agression, celle du mois de mars, où il a fait feu sur John Deal puis Kristen Freud, il y a pas de doute qu'il avait certainement remarqué que John Deal était un homme. Donc à ce moment-là, on élimine la piste de l'agresseur qui ne cherche qu'à frapper des jeunes femmes. Donc visiblement, il y a une autre motivation, on la connaît pas, mais sa motivation semble pas l'aligner directement sur un type de femme, et qui plus est, Kristen Freud n'avait pas les cheveux bruns, elle avait les cheveux blonds. Donc là encore une fois, on a écarté l'idée que l'agresseur s'attaquait essentiellement à des jeunes femmes avec des cheveux bruns. Donc là, toutes les hypothèses mises de l'avant jusqu'à maintenant s'écroulent les unes après les autres. La seule chose qui semble retenir qui semble tenir dans le modus operandi, c'est que l'agresseur agit de manière impromptue. Il utilise toujours le même calibre, un calibre 44, mais à partir de ce moment-là, il n'y a personne finalement qui est à l'abri d'une agression. Là, je veux dire, que tu sois en voiture, non en voiture, que tu marches sur la rue, à un moment donné ou un autre, l'individu peut arriver et finalement te tirer sur toi. Là. Donc la panique, encore une fois, se multiplie, ça va crescendo. Et puis, le 17 avril 1977, il y a un homme, Alexander Esso, et son amoureuse, Valentina Suriani, qui sont stationnés dans le Bronx. Ils se trouvent d'ailleurs à quelques pâtés de maison de l'agression qui est survenue là, de Donna Loria et de Jody Valenti, qui est survenue pratiquement un an plus tôt, là, le 29 juillet 1976. Donc, l'agression qui a débuté la série de crimes. Donc, ces deux jeunes-là donc sont assis dans leur voiture, ils discutent, ils sont à quelques pâtés de maison, comme je t'ai dit, de cet endroit-là, et soudain, un individu se jette devant la voiture, tire une série de coups de feu à travers le pare-brise, et les deux personnes sont tuées sur le coup. Donc, elles sont toutes les deux atteintes à la tête, et les deux vont décéder. Les balles, encore une fois, lorsque les policiers arrivent sur place, ils vont constater que c'est des balles de calibre 44. À ce moment-là, on désigne l'assassin essentiellement sous le tueur au 44. Donc, encore une fois, les journaux s'emparent de l'affaire en disant, ben voilà, un nouveau crime du tueur au 44. Mais avec ce crime, là, le 17 avril 1977, les meurtres de Alexander Esso et de son amoureuse, le Valentina Suriani, la donne va changer. Hein, parce qu'au moment où les policiers sont sur place, ils constatent bien sûr le décès des deux amoureux dans la
la voiture. Mais un des policiers remarque que sur le sol, tout près du véhicule, il y a une enveloppe qui a été jetée sur la chaussée. Il la prend et sur l'enveloppe, écrit de manière assez gauche, mais en utilisant essentiellement des lettres majuscules, écrites au stylo, quelqu'un a écrit à remettre à l'enquêteur de la plus excitante chasse à l'homme. Alors, évidemment, on s'imagine qu'on parle du chef de la police. Donc, soigneusement, on va ouvrir l'enveloppe. Il y a à l'intérieur une note. Et la note commence en disant, encore une fois, la note est écrite de la même façon l'auteur a écrit sur l'enveloppe, c'est-à-dire utilisant essentiellement des lettres majuscules, une écriture relativement gauche. Et là, la lettre commence en disant « Je suis peiné de voir que vous me décrivez comme un individu qui hait les femmes. Je ne le suis pas. Je suis toutefois un monstre. Je suis le fils de Sam. J'aime chasser, me balader dans les rues en quête de jeux, de chair savoureuse. Les femmes du Queens sont les plus jolies. » Et là, ensuite, l'auteur continue sa diatribe et il fait référence à Sam, puisqu'il dit « Je suis le fils de Sam ». Il décrit ce Sam comme étant un alcoolique, agressif, violent envers sa famille. Il dit aussi que Sam envoie ses fils à la chasse pour tuer. Et puis la lettre fait référence à d'étranges éléments à caractère occulte. L'auteur écrit que Sam a besoin de sang pour retrouver sa jeunesse. Il dit aussi « Je suis Belzébuth, je suis Behemoth », donc 2 démons. Et il signe sa lettre à la fin « Je suis Monsieur Monstre ». Donc sa lettre se termine comme ça. La police va bien sûr regarder s'il y a des empreintes digitales sur la lettre, tout ça, on ne trouve rien. Et à partir de là, comme l'auteur de la lettre s'est donné un nom, je suis le fils de Sam, les journaux new-yorkais et même de tout le pays vont cesser de parler des agresseurs, des agressions de l'homme ou du tueur au calibre 44. Du jour au lendemain, cet homme-là se transforme en le fils de Sam. C'est la première lettre que le fils de Sam va remettre à la police. Il va se faire connaître par cette lettre, mais c'est pas la seule qu'il va envoyer. Au cours des semaines et des mois qui vont suivre, les policiers vont recevoir, le service de police de New York va recevoir d'autres lettres qui seront directement acheminées au bureau de la police, des lettres où, encore une fois, toujours le même auteur, toujours en utilisant le même type, ce sont des lettres manuscrites, en utilisant toujours le même type de calligraphie, donc les lettres majuscules. Et il faut aussi mentionner que les lettres sont truffées de fautes d'orthographe, ce qui laisse présager pour les policiers que que l'individu est un individu qui a une faible éducation. Chacune de ces lettres, il va aussi envoyer des lettres à un journaliste très connu à New York, qui s'appelle Jeannie Breslin. Et toutes ces lettres font référence à des éléments à caractère occulte. C'est très mystérieux. Il ajoute à ces lettres des dessins qui sont parfois incompréhensibles. Et il n'y a pas seulement que les dessins qui sont incompréhensibles, il y a aussi sa prose. Il fait des coqs à l'âne. Il fait référence à des éléments qu'on n'arrive pas trop à saisir. Mais tout ça donne un cachet excessivement occulte à ces crimes. Visiblement, l'auteur de ces crimes comment je pourrais dire, il est omnubilé par cette idée d'une forme d'occultisme d'étrange. Et bien sûr, pour une presse, c'est toujours un élément assez vendeur. Puis c'est important de mentionner ici que ces crimes se produisent durant une période qui est très particulière aux États-Unis, qu'on a appelée la Grande Peur satanique. J'en ai parlé à plusieurs reprises à l'émission, mais c'est bon de replacer un peu ce contexte pour que les gens comprennent en même temps la raison de toute cette passion pour tout ce qui concerne l'occulte. Dans les années 70, va se développer, en fait, la fin des années 70, début des années 80, va se développer aux États-Unis une peur des groupements sataniques. Pour différentes raisons. Il est entretenu aussi par des leaders religieux. Il y a un contexte social, des éléments socio-économiques qui vont préparer ce terrain-là. Donc, de plus en plus... Aux États-Unis, on sait que le christianisme étant très fort, puis la pire crainte d'un chrétien, c'est le diable. Le diable. Et t'as tout à fait raison. Et c'est exactement ce que l'on va exploiter. On est dans les années 70
et milieu des années 70, le tissu social se transforme. Les femmes quittent les maisons, les femmes qui étaient à domicile, qui s'occupaient des enfants, qui faisaient le ménage, qui faisaient la vaisselle, et alors que le mari était sur le marché du travail, travaillait, ramenait les sous à la maison et entretenait sa petite famille, ce tissu social, cette image commence à se transformer. Les femmes, il y a une libération des femmes. Elles veulent être autonomes. Elles quittent le milieu familial. Elles vont au travail. Les enfants, on ouvre des garderies où des enfants sont mis, et même des écoles offrent ces services, des écoles qui offrent des services de pré-maternelle, où les enfants, où on a un service de garde qui est offert également dans l'établissement. Les femmes s'affranchissent. Elles veulent leur salaire, elles veulent leurs sous, elles veulent vivre indépendamment dans un contexte, non pas qu'elles rejettent la famille, mais elles veulent vivre également leur vie de femme, vivre une forme d'indépendance. Ça ne plaît pas forcément à tous les leaders religieux, parce que c'est un moule que l'on brise, hein, cette femme soumise dans le travail, dans le rôle de la mère de famille, la femme au foyer. Ce moule-là commence à se briser, et les fondamentalistes religieux voient là-dedans une sorte d'incursion du diable. Donc, en chair, des pasteurs, et on le sait qu'aux États-Unis, on en a des pasteurs qui sont très charismatiques, des grandes gueules, hein, comme on dit. Surtout qu'on parle d'une époque à laquelle, tu sais, je veux dire, l'homme était quasiment propriétaire de la femme. Ah ouais, absolument. Donc là, les preachers montent en chair, hein, ils brandissent la Bible. On est sur la route de la perdition. Puis là, tu vois, tout ce discours-là va s'articuler. Et là, il se crée dans une espèce de peur au sein de la communauté américaine, entretenue au départ par tous ces preachers-là, qui dit: il y a les satanistes sont partout. Il faut également se rappeler qu'on est dans un univers en mutation, hein. Même la musique est en mutation, là. Tu sais, les Beatles, c'est un peu fini, là. On est rendu à Led Zeppelin, on est rendu à AC/DC, Black Sabbath. Oh, okay. Donc, là, on entre dans l'ère où on fait tourner un disque à l'envers pour entendre des messages sataniques. C'est exactement ça. C'est exactement cette époque-là. L'époque du Led Zeppelin, les disques en vinyle à l'envers. Et là, on s'imagine que le diable est partout. Et cette peur-là, elle est entretenue aussi par ces preachers un peu partout aux États-Unis qui soulignent que si le tissu social américain se dégrade de cette manière, c'est à cause de cette présence vicieuse du diable qui est un peu partout. Donc, ça commence à cette époque-là. Ça va s'accentuer, je te dirais, au tournant des années 80, et principalement avec la publication d'un ouvrage qui s'appelle Michelle Remembers, une jeune femme qui, sous hypnose, a raconté qu'elle avait été agressée par ses parents qui étaient membres d'une société satanique. Et là, à partir de là, on va se mettre à hypnotiser tout le monde, puis tout le monde va dire qu'ils ont tous été agressés sexuellement par des groupements sataniques. Donc, c'est une folie, là. C'est vraiment une folie. Donc, les meurtres de Sam se produisent exactement à ce moment-là, hein. Déjà, on commence à évoquer le spectre du diable. Il est évoqué un peu partout. On voit les jeunes, hein, les jupes raccourcissent, les cheveux deviennent plus longs. On consomme plus ouvertement des drogues des drogues légères ou drogues dures. La musique est en mutation. Les Beatles et Elvis, c'est un peu du passé. C'est maintenant AC/DC, Black Sabbath. C'est un univers qui est en mutation. Et cette peur-là du satanisme, elle est omniprésente dans les journaux, à la télévision, on en parle souvent. Donc, lorsque Son of Sam va envoyer ses lettres en disant « Je suis le fils de Sam », toutes les références qu'il fait également à propos du diable, ben évidemment, tout ça va fasciner les gens et on trouve le moyen de tout associer ça ensemble en se disant ben voilà, on est dans cet univers-là où le monde se transforme, où le diable est omniprésent et le fils de Sam n'est qu'une incarnation de ces nombreux démons. Et lui-même d'ailleurs ne se définit-il pas comme étant Belzébuth, hein? Alors là, on est vraiment dans cet univers-là assez glauque qui est celui de cette deuxième moitié des années 70 qui marque le début de cette peur satanique. Ce qui est commun, le dénominateur commun de toutes les lettres du fils de Sam, qu'elles soient envoyées à Jimmy Breslin, le journaliste, qu'elles soient envoyées au service de police, dans toutes ces lettres,
le fils de Sam, défie les policiers de l'arrêter et annonce, en grosses lettres majuscules soulignées, je vais recommencer, je vais récidiver, préparez-vous à un hécatombe, il y aura d'autres meurtres. Et effectivement, comme l'annonce Sam, le 26 juin 1977, Salvatore Lupo et sa copine Judy Placido sont stationnés sur Bayside dans le Queens. Et soudain, un promeneur se place devant la voiture, tire 4 coups de feu à travers le pare-brise. Les amoureux sont blessés, mais ils vont survivre à l'attaque. Et encore une fois, les policiers vont trouver sur le site de l'attentat des balles de calibre 44, ce qui montre bien que le fils de Sam a tenu parole. Il est toujours à arpenter les rues de New York, principalement les rues du Queens et du Bronx, et il fait feu sur des gens. Donc, il y a on voit quand même un modèle se développer. C'est généralement, pas toujours, mais c'est généralement des gens qui sont à deux dans une voiture. Alors, les policiers lancent des appels aux gens en disant, essayez d'éviter d'être seul, en couple, dans une voiture. Si ça arrive, essayez d'être près d'un lampadaire ou que ce soit très éclairé, parce que dans toutes les agressions qui ont été commises, les voitures étaient toujours stationnées dans des endroits qui étaient moins éclairés. Mais de toi à moi, oui. C'est avec ta blonde pis t'as envie de faire du necking, là. T'iras pas te mettre en dessous du lampadaire. Non, clairement. Tu sais, on comprend, là, qu'il y a quand même aussi dans l'intimité de ces jeunes couples, il y a cette volonté également de se retrouver un peu isolés. Et bien sûr, c'est un peu comme pourquoi les prostituées sont si souvent les victimes des tueurs en série. Parce qu'elles se placent volontairement dans des situations vulnérables. Ouais, des vieux quand je dis volontairement, on comprend bien, là, je dis vulnérable dans la mesure où c'est la pratique qui demande ça. Tu sais, je veux dire, les prostituées vont pas s'installer devant un poste de police sous des lampadaires pour faire le trafic du sexe, tu comprends? Ouais. C'est généralement une ruelle isolée, donc on est plus vulnérable. Donc dans le cas ici, on est en présence de jeunes couples, très souvent des amoureux qui font du necking en voiture. Évidemment, ils essaient de trouver des endroits qui sont plus éloignés, des endroits plus isolés, et malheureusement, c'est la porte ouverte, une invitation pratiquement au fils de Sam qui va choisir des véhicules qui sont isolés. Mais tu allais dire quelque chose? En fait, j'ai une question pour toi, en fait. C'est parce que plus on avance dans l'histoire, plus il y a des survivants. Ouais. Donc, j'imagine en même temps qu'on doit aussi se faire un peu plus... On doit se rapprocher, en tout cas, d'un portrait robot, ou du moins, on doit se faire une idée de... C'est amusant, j'allais justement aborder cette question-là du portrait robot. Donc, à ce moment-là, après la 7e agression, là, tu as tout à fait raison, il y a des gens qui ont survécu. La population est bien informée de ce danger, du fils de Sam, principalement les gens du Queen. Et à partir de là, on commence à voir circuler des portraits robots de l'agresseur. Mais on a un problème avec les portraits robots. On a l'impression, parce que les portraits robots sont faits dans un premier temps par les survivants. Oui. Et dans un deuxième temps, par des gens qui se rappellent, au moment où ils se rappellent, le soir de l'agression, à tel endroit, j'ai vu un gars dans un parc qui faisait des allers-retours, il me paraissait louche. Donc, tout le monde vient mettre un peu son grain de sel et les policiers se retrouvent avec différents portraits robots. Donc, sur certains robots, on a un homme relativement corpulent, les cheveux frisés, le visage un peu rond. Sur d'autres photos, on a un homme beaucoup plus slim, visage émacié. Et même lorsqu'il s'agit de portraits robots faits par des survivants, on se dit, eux, ils l'ont vu, là. Tu sais, c'est pas un gars que j'ai vu dans un parc qu'on pourrait associer. Ils ont vu l'agresseur. Mais même au niveau des survivants, il y a des différences au niveau de l'agresseur. L'arme utilisée est toujours un 44 Magnum Bull Grip. Et l'agresseur agit toujours de la même façon. Il arrive près de la victime, se met en position d'attaque et fait feu. Mais pourtant, la description des témoins va varier et varie considérablement. Donc, on a plusieurs portraits robots, de ce que pourrait ou qui pourrait être le fameux agresseur, ce fameux son of Sam, le fils de Sam. Et puis voilà, le 31 juillet 1977, on a Robert Valenti et Stacy Moskowitz qui sont stationnés
près de Brooklyn Shore. C'est un endroit très isolé. On pourrait appeler ça presque un lover's lane. C'est le rendez-vous des amoureux. Un homme s'approche, tire à travers la vitre côté chauffeur. Moscovitz est tué sur le coup. Là, la jeune femme est tuée sur le coup, une balle en pleine tête. Alors que son copain, là, Violente, lui, va survivre, malgré qu'il a été atteint lui aussi à la tête. Il va survivre. Malheureusement, sa blessure, une blessure grave au cerveau, va entraîner une cécité. Donc, il perd la vue. Il est encore vivant aujourd'hui, mais il est resté aveugle de cette agression. À ce moment-là, la police, comme je l'ai mentionné, dispose toujours de ces fameux portraits robots. On commence à se questionner, est-ce qu'il y a un ou plusieurs agresseurs? Et cette agression du 31 juillet 1977 va être la dernière agression et elle va permettre une percée dans le dossier. Lorsque les policiers commencent à enquêter commencent à questionner les gens du quartier, où étiez-vous hier soir? L'agression s'est produite vers 23 heures. Avez-vous entendu quelque chose? Et voilà qu'une femme va donner une information qui peut sembler banale. Elle dit, le soir de l'agression, je me rappelle avoir vu des policiers dans la rue qui ont donné une contravention à une voiture qui était mal garée. Donc, les policiers ont rempli la contravention, l'ont mis sous l'essuie-glace et sont partis. Et elle dit, quelques minutes après, elle n'a pas entendu les coups de feu, mais elle se rappelle que quelques minutes après, elle était toujours à l'extérieur, elle était toujours dans la fenêtre de son salon, elle regardait à l'extérieur, elle a vu un homme arriver en courant. L'homme ne s'est même pas préoccupé du billet qui était dans sa vitre, hein. Il montait dans sa voiture sans tenir compte de la contravention et il a décollé sur les chapeaux de roue. Et elle a trouvé ça un peu étrange. Tu sais, d'habitude, t'arrives aux côtés de ta voiture, puis tu vois que t'as un ticket. La première affaire que tu fais, tu prends le ticket, tu le regardes, puis là, tu rages, tu sais. Mais lui, il a pas fait ça, hein. Il a pas pris le ticket qui était sous l'essuie-glace. Il est directement monté dans la voiture et il est parti en faisant crisser ses pneus. Donc, elle raconte ça. Ça semble un peu anodin, hein, comme information. Mais les policiers se disent, pourquoi pas? Donc, on prend en note cette déclaration et lorsqu'ils sont de retour au poste, on vérifie dans les registres des contraventions et là, on découvre que la voiture en question était une voiture, un Ford Galaxy, et que ce Ford Galaxy appartient à un certain David Berkowitz et qu'il est domicilié sur Pine Street. On est dans le Yonkers, donc le quartier aux côtés du Queens. Et bien sûr, les circonstances le placent assez rapidement sur la piste sur la liste des gens qui sont dignes d'intérêt. C'est pas encore un suspect, mais on se dit, c'est quand même curieux que Berkowitz, qui habite le quartier voisin, ce soir-là, le soir du crime, était à quelques rues d'où le crime a été commis. Il aurait eu une contravention. Donc, on veut lui poser des questions. Lorsque les policiers se présentent le lendemain au domicile de Berkowitz, on est en plein jour, ils voient immédiatement la voiture de Berkowitz, hein, son Ford Galaxy blanc qui est garé près du trottoir. Donc, ils s'approchent de la voiture. C'est bien la voiture de Berkowitz. Très belle voiture au passage. Ouais, mais le numéro la plaque numérologique correspond. Et là, en s'approchant de la voiture, les policiers sont étonnés en regardant par les fenêtres. Ils voient une carabine semi-automatique qui est directement sur la banquette arrière de la voiture. À la vue, là. Elle n'est pas cachée, elle n'est pas sous une couverture, elle est là, bien à la vue. Alors, les policiers, un peu surpris, avec un Slim Jim, donc une barre d'acier qui permet de débarrer les portes, là. Ils vont débarrer la voiture de Berkowitz, vont faire rapidement une fouille du véhicule, et là, dans le coffre à gants, ils vont trouver une lettre qui est visiblement destinée à la police et qui est signée le fils de Sam, dans lequel il annonce de nouveaux crimes. Donc, il est en voie de poster ou de distribuer cette nouvelle lettre. Et comme elle est signée le fils de Sam, on a la même écriture, la même calligraphie. Cette fois, on est certain qu'on tient notre homme. Donc, les policiers se placent autour de la voiture. On n'a pas encore un mandat de perquisition, mais le temps que des policiers vont chercher un mandat de perquisition pour pouvoir procéder à l'arrestation de Berkowitz, on ne veut surtout pas perdre sa trace. Donc, les policiers se déploient autour. On met en place un groupe de surveillance. Donc, on a un policier dans un poteau qui joue l'électricien, un autre qui joue le coupeur de headset. Là, tu vois un peu le genre. Mais à ce moment-là, lui, il est dans la maison. Là. Il est là. Oui, c'est ça. Donc, on est en train d'attendre, parce qu'on peut pas l'arrêter chez lui si on n'a pas un mandat de perquisition. Et puis, voilà. Mais
la chance va sourire au policier. Berkowitz va sortir et là, il sort de sa voiture. On peut l'arrêter pour la présence d'une arme à feu sur la banquette arrière de sa voiture. Alors, comme Berkowitz sort en fait, c'est un complexe d'appartements. Il sort du bâtiment, s'approche de sa voiture, comme il met la main sur la poignée, les policiers l'entourent et on le met en état d'arrestation. Au départ, l'idée, on n'a même pas le temps de lui dire pourquoi on l'arrête. Hein. On veut d'abord lui dire on l'arrête parce qu'il a laissé une arme. Est-ce qu'il a un permis pour son arme et l'arme est là à la vue, elle est pas rangée. Donc déjà là, il y a un délit mineur, mais c'est quand même un délit qui a été commis. Donc on veut l'arrêter sur ça pour ensuite le mettre à l'ombre et faire appel à des témoins et pouvoir l'enquêter. Mais ils ont même pas le temps de faire ça. Au moment où Berkowitz met la main sur la poignée de son véhicule, les policiers l'entourent et avant même qu'on lui signifie pourquoi on l'arrête, Berkowitz ne résiste pas à son arrestation. Il se tourne vers les policiers puis il dit « Vous m'avez eu. Je suis le fils de Sam. » Donc, il fait une espèce d'aveu spontané avec un sourire aux lèvres. Je suis le fils de Sam. D'ailleurs, il y a des images assez troublantes. Hein, immédiatement après son arrestation, lorsque la police annonce qu'ils ont arrêté David Berkowitz, qu'ils croient être le fils de Sam, évidemment, tous les médias new-yorkais se rendent au poste de police et on change Berkowitz, lorsqu'il sort du fourgon cellulaire pour être interrogé par les services de police, écoute, il a un sourire aux lèvres, il sourit aux journalistes. C'est un individu un peu étrange et tu vas voir qu'il est beaucoup plus étrange qu'on pourrait le penser. En même temps, il devait se prendre un peu pour une star. Oui, il est le fils de Sam. C'est dans la catégorie des grands tueurs de l'histoire, il fait partie de ce palmarès. On a les Jack l'Éventreur, Ed Gein, Charles Manson, Richard Ramirez. Ben Berkowitz a gagné ses galons. Là. Il fait partie de cette galerie des vilains. Là. Et bien sûr, il goûte à cette gloire-là. Tu comprends? Pendant pratiquement une année entière, il a fait trembler la ville de New York. C'est pas n'importe quoi, là. La ville de New York tremblait uniquement à l'énoncé du nom du fils de Sam. Donc, au moment où il est arrêté, on commence à l'interroger. Et là, il se met à raconter une histoire plutôt étrange. Hein. Il dit, il reconnaît qu'il est le fils de Sam, que c'est lui qui est le tueur, c'est lui qui a envoyé les lettres, et il raconte que le monsieur Sam, de ces lettres, qu'il a décrit au départ comme étant un alcoolique brutal, il raconte qu'il s'agit en fait de son voisin, un dénommé Sam Carr, et il raconte également que le chien de monsieur Carr est possédé par l'esprit de 16 sorcières et que c'est l'esprit de ces sorcières qui lui parle par télépathie et c'est ces messages-là répétés du chien de monsieur Carr qui l'ont poussé à tuer. Il réagit à des commandes de ce chien possédé par des sorcières. Et il dit également qu'il a essayé de tuer le chien de M. Carr pour que cessent finalement ses commandes meurtrières, mais il n'y est pas arrivé. Et éventuellement, les policiers, alors que Berkowitz raconte cette histoire, les policiers font une vérification et effectivement, ils découvrent que l'année précédente, Monsieur Carr, Sam Carr, a effectivement contacté les services de police parce que quelqu'un avait essayé d'empoisonner son chien, un labrador. Donc, quelqu'un avait essayé d'empoisonner son chien, mais le chien a survécu. Donc, visiblement, une partie de l'histoire que raconte Berkowitz est vraie. Hein? D'ailleurs, Monsieur Carr habite... J'ai essayé de te décrire un peu la géographie. On a comme un complexe d'appartements, vraiment 4 ou 5 gros bâtiments qui doivent compter chacun plus d'une 60aine de logements. Là, c'est vraiment des gros édifices. Et juste de l'autre côté de la rue, mais derrière les édifices, il y a un terrain avec un tout petit bungalow. Et c'est dans ce bungalow qu'habite Monsieur Carr. Donc, il habite derrière le lotissement d'appartements où habite Berkowitz. Et donc, comme je l'ai mentionné, on va découvrir que Monsieur Carr a fait une plainte parce que quelqu'un avait essayé d'assassiner son chien. Alors, évidemment, ce récit de « je suis possédé par l'esprit par des esprits qui me parlent », c'est le chien de Monsieur Carr avec les sorcières et tout le reste. On se dit, le type est complètement déjanté. Il va
va être évalué par un groupe de psychiatres. Et la plupart des psychiatres vont dire de Berkowitz qu'il est qu'il vit dans un monde imaginaire, qu'il qu'il a des troubles psychotiques et que bien sûr il est inapte à subir un procès. Mais ce n'est pas l'avis de tout le monde. Un autre médecin, l'autre psychiatre de New York, David Abramson, qui est un psychiatre excessivement respecté, qui a été souvent cité dans des procès comme un expert. Donc, on demande également à Abramson de rencontrer Berkowitz, de l'interroger. Et lui, Abramson dit, il rejoint ses collègues en disant, c'est sûr que ce type-là est un peu déjanté, là. Il est un peu psychotique, c'est vrai qu'il vit dans un monde imaginaire où se mêle l'occultisme et tout le reste. Mais en même temps, Berkowitz, et aussi sur la foi d'éléments policiers, montre clairement que Berkowitz savait qu'il faisait des gestes illégaux, il était capable de faire la distinction entre le bien et le mal. Et il faut se rappeler que dans le système judiciaire américain, le fait de souffrir d'un trouble mental ne nous exonère pas du crime. Il faut démontrer qu'au moment de commettre le crime, l'individu était incapable de faire la distinction entre le bien et le mal, ce qui n'était visiblement pas le cas de Berkowitz. Le fait qu'il fuyait rapidement la scène de crime, le fait qu'il envoyait des lettres, mais en même temps s'assurait qu'il n'y ait pas d'empreinte digitale sur les lettres. Il y a une préméditation, clairement. Voilà, et le fait qu'il s'assurait de choisir des victimes qui étaient placées dans des endroits isolés, mal éclairés, nous montre bien que l'individu était bien conscient qu'il commettait des gestes criminels et s'assurait d'un minimum d'éléments pour ne pas être pris. Donc, Abramson dit, pour lui de son avis, Berkowitz est tout à fait apte à subir un procès, même s'il souffre d'éléments psychotiques ou qu'il vit dans un monde imaginaire. Et le juge se range d'ailleurs de cet avis et éventuellement Berkowitz est cité à procès. Mais il n'y aura pas un très grand procès parce que Berkowitz reconnaît immédiatement sa culpabilité. Donc lorsqu'il arrive devant le juge et qu'on lui demande ce qu'il plaide, il plaide coupable à toutes les agressions, les meurtres, les agressions, les blessures, les agressions physiques, tout ça. Donc éventuellement il est condamné à 365 ans de prison. Il faut savoir que dans l'État de New York, la peine de mort a été abolie, donc Berkowitz écope de 365 ans de prison. Dans les années qui vont suivre, Berkowitz va multiplier ses rencontres avec le docteur Abramson. Ça peut paraître étrange parce que c'est Abramson qui a conseillé au juge de faire un procès à Berkowitz en disant il est apte à subir un procès. Mais quelque part, Abramson, je te dirais qu'il est Berkowitz est plutôt redevable à Abramson. Quelque part, il dit « Je sais que j'ai fait mal et merci à vous d'avoir mis fin à ce règne de terreur. » Il y a quelque part où il semble pris de remords et c'est le genre d'individu « Je sais que ce que je fais est mal, mais arrêtez-moi au nom du bon sens. » Et c'est un peu dans ce sens-là qu'il est redevable à Abramson. Donc, Abramson va le recevoir à quelques reprises, il va avoir des rencontres avec lui. D'ailleurs, il va publier en 1985 un ouvrage qui s'appelle Confession of Son of Sam, dans lequel il raconte toutes les informations que Sam lui a racontées. Et là, on découvre des trucs un peu étonnants. Donc, il faut le dire, David Berkowitz est né Richard David Falco. Il est né le 1er juin 1953. Quelques jours après sa naissance, ses parents l'ont confié pour adoption. Il a été adopté par un couple âgé d'obédience juive, Pearl et Nathan Berkowitz. Et ces gens-là étaient propriétaires d'une petite quincaillerie. Et là, donc, rapidement, Berkowitz a grandi à l'ombre de ses parents-là, qui étaient des bons parents. Là. On peut pas dire que dans le passé de Berkowitz, souvent, lorsqu'on parle de tueurs en série, souvent, il y a une famille très dysfonctionnelle et tout le reste. Dans le cas de Berkowitz, c'est pas vraiment ça. Il grandit chez ce couple, les Berkowitz, qui sont des bons parents. Mais évidemment, il sait qu'il est un enfant adopté et c'est un élément qui le préoccupe beaucoup. D'ailleurs, à un moment donné, il va essayer de retrouver ses parents biologiques. Donc, c'est un élément de préoccupation chez Berkowitz. Avant ou après les événements?
Avant les événements. Donc, okay. Parce que donc il grandit. Déjà à l'adolescence, il se rend coupable de petits larcins. Hein. Il va voler dans des dépanneurs, des trucs comme ceux-là. Et puis il va développer une fascination pour le feu. Hein, ce qui est d'ailleurs un trait qu'on retrouve souvent, chez les tueurs en série. Donc cette fascination pour le feu. Ils sont souvent des pyromanes. Et Berkowitz va raconter à Abramson le nombre de fois qu'il a mis le feu. En fait, on suppose que Berkowitz aurait allumé quelques 300 incendies à New York sur une période de 5 ou 6 ans. Donc, il raconte ça à Abramson. Et évidemment, il raconte un crime d'ailleurs pour lequel il n'avait pas été accusé et pour lequel il sera éventuellement accusé, mais il confie à Abramson qu'en 1976, donc à peu près une année avant que ne débute son règne de terreur sous le nom de Le Fils de Sam, il dit en 1976, il a croisé 2 femmes dans la rue et il a sorti un couteau et il les a poignardées. Les 2 femmes ont survécu, ça a été des blessures relativement mineures, mais les femmes se sont mises à crier et ont essayé de se défendre. Et Berkowitz a été un peu surpris de ça et a quitté la scène de l'agression et il n'a jamais été arrêté à cette époque-là. Les femmes, bien sûr, ont porté plainte, mais l'affaire est restée sans suite puisqu'on n'a pas réussi à remonter jusqu'à lui. Donc, il confie à Abramson qu'il a commis ce crime-là et le crime a joué d'une certaine façon parce qu'il a compris qu'une agression à l'arme blanche, ça le mettait en position d'une contre-attaque, hein, d'une riposte. Oui. D'où il a choisi le 44 Magnum. Avec un 44 Magnum, si t'es atteint, tu te relèveras pas. Donc on voit que tout ça a dessiné un peu son modus operandi. Et c'est là qu'arrive l'élément occulte qui est tout à fait surprenant. Peu de temps après l'arrestation de Berkowitz, il y a des rumeurs qui vont commencer à circuler, qui vont l'associer à un culte satanique qui opérerait à New York. Le groupe en question s'appelle The Children, les enfants. Et on raconte que ces gens-là se réunissaient au parc Ottermeyer, qui se trouve dans Yonkers. Ah, c'était pas d'une pizzeria? Hein? C'était pas d'une pizzeria, ce fois-là? Non, c'était pas d'une pizzeria. Et ces gens-là se réunissaient, donc, puis je dois t'avouer, je vais te faire une petite révélation. Oui. J'y suis allé, moi j'ai refait un peu les trajets de Berkowitz puis tout ça parce que l'occulte m'intéresse beaucoup. Uh-huh. Le quartier doit avoir changé quand même beaucoup. Oui, beaucoup, mais le parc Ottermeyer existe toujours. Et petite confidence, dans le parc Ottermeyer, il y a comme une structure, hein, je te dirais un peu un pavillon, et sous le pavillon, il y a comme une caverne. Et j'ai eu la chance de rencontrer un des gardiens qui était là dans les années 70. Ah ouais? Et il me dit qu'à quelques reprises, effectivement, il a surpris des jeunes qui se livraient à des rituels sataniques et à des sacrifices d'animaux. Donc, évidemment, il se rappelle pas du visage, il se rappelle pas si Berkowitz était du nombre, mais il m'a confirmé effectivement qu'il y avait des réunions qui se faisaient dans cette petite caverne sous le chapiteau du parc Ottermeyer où les gens s'adonnaient à des rituels sataniques. Et donc, cette rumeur va commencer à circuler et on raconte dans la rumeur, une rumeur d'ailleurs que va entretenir Berkowitz lui-même, hein, lorsqu'on lui pose cette question, il donne des détails, il confirme effectivement que tout ça est vrai. Au nombre des gens qui étaient des adeptes de cette secte, il y avait notamment les 2 fils de Monsieur Carr. Hein? Je suis le fils de Sam. Le Sam, c'est le Sam Carr. On découvre que 2 des fils de Sam, Michael Carr, les vrais fils de Sam, Michael Carr et Daniel Carr, étaient tous les 2 membres de cette secte satanique. Berkowitz dit qu'il a rejoint la secte en 1975. Il a côtoyé effectivement les frères Carr. Et c'est à partir de là, semble-t-il, qu'il serait devenu obsédé par l'idée du chien de Monsieur Carr qui lui transmettait des ordres parce que il était possédé par une sorcière. Donc tout ça est un peu étrange et c'est vrai aussi que immédiatement après l'arrestation de David Berkowitz, des événements étranges sont survenus. John Carr, l'un des 2 fils de Monsieur Carr, qui faisait donc partie de ou qui supposément faisait partie de cette secte, a quitté New York pour la ville de Minot dans le Dakota du Nord. On est en février 1979. C'est un changement assez drastique. Oui, 2 jours après avoir emménagé dans une espèce de roulotte, il va lui-même se suicider en se tirant une balle. C'est lui-même suicidé, on se suicide généralement de nous-mêmes, mais bon, il se suicide en se tirant une balle d'un fusil de chasse. Et il se fait éclater la tête. Et quelques mois plus tard, son frère,
va lui aussi décéder dans un accident de voiture. Il est seul au volant. La voiture va, entre guillemets, mystérieusement quitter la route, passer par-dessus le parapet et aller s'échouer contre un arbre, et il est tué sur le coup. Donc les deux fils de Carr, que l'on suspectait être membres de cette organisation mystérieuse ou occulte, sont décédés quelques mois après l'arrestation de Berkowitz. Et Berkowitz, bien sûr, va entretenir cette idée qu'il faisait partie lui aussi du culte, qu'il a participé à des rituels d'édition. Il va même ajouter des éléments qui sont assez incroyables. Il dit « Tous les crimes dont je me suis reconnu coupable n'ont pas en réalité tous été commis par moi. » Il dit ça faisait partie d'un rituel d'initiation au sein de cette communauté satanique, et on devait abattre des gens. J'en ai tué quelques-uns, j'ai tiré sur quelques voitures, mais j'ai pas tiré sur toutes les voitures. Est-ce que ça pourrait expliquer justement les portraits robots qui différaient? T'as tout compris. Donc, cet élément-là, c'est là qu'on a comme des questions qui restent en suspens. Est-ce que Berkowitz a réellement tiré sur toutes les voitures? Comment expliquer la différence dans les portraits robots? Et si Berkowitz disait vrai, y avait-il d'autres personnes qui étaient impliquées là-dedans? Et qu'est-ce que c'est que cette histoire de secte satanique? Est-ce que c'est vrai? Il faut savoir que après que ces rumeurs ont commencé à circuler, après les aveux de Berkowitz, après que Berkowitz dit qu'il était membre de ce groupe satanique, il y a un journaliste new-yorkais qui s'appelle Maury Theory qui s'est beaucoup intéressé à cette histoire-là de crimes sataniques, tout ça. Le problème de Maury Theory, c'est qu'éventuellement, il est devenu tellement embarqué dans cette histoire-là qu'il en a perdu son sens critique. Moi, je l'ai rencontré, j'ai fait quelques entrevues avec lui quand je faisais la série Crimes occultes, et visiblement, il avait perdu le sens critique. Il associait toutes sortes d'éléments qui en fait n'en a des éléments, des faits divers un peu disparates, il les associait entre eux. Et là, éventuellement, son discours était Berkowitz faisait partie d'une secte satanique impliquant les frères Carr, et cette secte satanique était un peu contrôlée par des gens plus puissants dans l'organisation, des politiciens, des individus influents, et à travers ça, on dissimulait des trafics d'humains, on dissimulait des trafics d'enfants, des trafics de drogue. Donc, tout ça prend de telles proportions que ça devient un peu une chimère, là. Quelque part, il peut y avoir eu un fond de vérité, mais le scénario que propose Maury Theory était absolument invraisemblable, là. Les sectes sataniques étaient partout aux États-Unis, elles avaient des liens entre elles. Il faut savoir, pour le besoin des auditeurs, qu'en 1989 et 1990, donc une dizaine d'années après les meurtres de Berkowitz, pratiquement 15 ans après les meurtres de Berkowitz, le FBI a enquêté sur ces histoires de crimes sataniques. Alors, la rumeur voulait que les satanistes tuaient, il y en avait partout aux États-Unis, ils assassinaient 50 000 bébés par année, donc tu vois un peu une affaire tout à fait invraisemblable. Et le FBI a enquêté là-dessus pour arriver à la conclusion que tout ça était faux. C'était une rumeur, mais ça reposait sur absolument rien. Donc, mais bref, cette histoire-là, Maury Theory est décédé en 2010, avec toujours cette conviction qu'il devait exister un réseau de satanistes à travers les États-Unis, discours qui est un peu repris par les QAnon, les Trumpistes. C'est pour ça que je te disais tantôt, l'histoire de ça, les satanistes sont là, ils mangent des bébés, ils noyotent le gouvernement par de l'intérieur, mangent des bébés dans des pizzerias, donc on a tout cet élément-là qui revient. Mais c'est pas nouveau, déjà dans les années 70, on racontait des trucs comme ça, et les crimes, les meurtres de Son of Sam ont été un peu mêlés à ça. Et comme je vois que le temps file, je veux simplement terminer en disant que la prison, ça change un homme, et ça a beaucoup changé ce David Berkowitz. Donc, faut dire qu'il a été, en 1979, il a été agressé par un co-détenu qui a essayé de lui trancher la gorge. Ça lui a valu 56 points de suture. Et après ça, après cette agression, David Berkowitz a découvert Dieu. Et ça, c'est toujours bon. Donc, il découvre Dieu. Il est passé de sataniste à chrétien. Voilà, ouais, absolument. Là, maintenant, il se présente comme un pasteur. Il est un prisonnier modèle. Il a même commercialisé en 1998 une vidéo qui s'intitule « De fils de Sam au fils de l'espoir ». From Son of Sam to Son of Hope. Le fils de l'espoir. Il a publié en 2006 un livre qui s'intitule « Le fils de l'espoir », le journal d'incarcération de David Berkowitz. Donc, il est devenu aujourd'hui un personnage là, tout à
à fait, semble-t-il, reconverti. Et toujours la Bible à la main. Qu'en est-il exactement? Mais quand on aborde la période des crimes des années 70, tout ça, son discours reste confus. Parfois, il dit oui, cette histoire de secte satanique, c'était vrai. Parfois, il revient sur ses paroles, c'était pas vrai. Puis le surlendemain, il revient en disant oui, c'était vrai. Ou c'est moi qui les ai tous tués, ou c'est pas moi qui les ai tous tués. Donc, encore aujourd'hui, 2023, David Berkowitz est toujours maintenu en prison. Il a demandé jusqu'à maintenant 2 demandes de libération conditionnelle qui, évidemment, lui ont été refusées. Il est toujours derrière les barreaux. Mais en ce qui concerne ces crimes, toute cette petite nuance de l'occulte reste encore aujourd'hui un peu ténébreuse. Y avait-il d'autres personnes impliquées dans les crimes? Cette histoire de secte satanique était-elle vraiment réelle? Est-ce que ces gens-là se réunissaient vraiment pour faire des rituels sataniques pour dissimuler des trafics de drogue, trafic d'enfants, trafic d'humains? On ne le saura jamais. La seule personne qui connaît le fin mot de l'histoire, c'est David Berkowitz, et visiblement, il n'a pas envie d'en parler. Hey, soit dit en passant, je pense que tu m'as jamais donné autant envie d'écouter un film. Je viens d'aller faire une petite recherche. C'est disponible, Summer of Sam. Vous pouvez le trouver gratuitement si vous êtes abonné à Disney+. Sinon, pour la modique somme de 4,99, il est sur YouTube et Apple TV+. Juste avant de te quitter, je peux pas m'empêcher de te poser la question. Regarde, on n'a plus de temps, là, mais est-ce que les frères Carr ont déjà rencontré la police? Est-ce qu'ils ont avoué quoi que ce soit? Jamais. Il était décédé avant. Okay. Donc, au moment où Berkowitz a raconté cette histoire-là, et à partir du moment où